pensait, c'était l'arrogance glaciale et ce sentiment de supériorité qui motivait ce geste. Signe cet acte de cession, Élise, siffla ma sœur Camille en faisant glisser un stylo plume en or sur la table massive en chêne massif. Tu n'as toujours été qu'une petite main, une figurante dans cette famille, tu ne mérites pas de porter la couronne des de Varennes. Je jetai un regard vers maître Lefebvre, le notaire de la famille, qui était resté silencieux depuis plus d'une heure. Il se pencha en avant, et sa voix, une vibration basse qui semblait figer l'air ambiant, brisa le malaise. Savez-vous qui a réellement construit cette fortune ? Il ne finit pas sa phrase, mais un silence si lourd s'abattit sur la bibliothèque qu'on aurait dit que nous étions tous immergés sous l'eau. Dans ce silence, je réalisai que depuis 26 ans, j'étais la seule personne dans cette pièce à vivre dans la vérité. Pour comprendre cette gifle, il faut comprendre les 20 années de blessures invisibles qui l'ont précédée. J'ai grandi au manoir des Brumes, un chef-d'œuvre de l'architecture du XIXe siècle, fait de marbre blanc et de secrets enfouis. Pour le monde extérieur, nous étions les de Varennes, des piliers de l'industrie du luxe, les héritiers d'un empire de la haute joaillerie. Mais à l'intérieur de ces murs, j'étais l'enfant de l'ombre. Ma sœur Camille était l'enfant prodige, celle qu'on exposait. Elle était magnifique, charismatique et d'une cruauté sans nom. Ma mère, Béatrice, l'idolâtrait. Elles passaient leurs journées dans les boutiques de l'avenue Montaigne, leurs soirées dans les galas de charité du tout Paris, et leurs nuits à dilapider l'argent que mon père, Auguste, s'était tué à gagner. Et puis il y avait moi. C'est moi qui suis resté quand l'esprit de mon père a commencé à sombrer dans les brumes de la maladie d'Alzheimer. C'est moi qui changeais ses draps, qui lui lisais les pages financières des Échos quand ses yeux ne pouvaient plus déchiffrer les lettres, et qui lui tenait la main pendant qu'il pleurait une vie dont il ne parvenait plus à se souvenir. Pendant 3 ans, alors que Camille et maman se retrouvaient, sur des yachts à Saint-Tropez ou dans des chalets à Courchevel, j'étais à la fois son infirmière, sa comptable et leur souffre-douleur à distance. Ma mère m'appelait une fois par mois, non pas pour prendre des nouvelles de la santé de mon père, mais pour se plaindre que son virement prioritaire avait 24 heures de retard. Quand mon père a fini par s'éteindre il y a 3 semaines, les larmes n'avaient pas encore séché sur mes joues qu'elles étaient déjà là. Elles n'étaient pas venues pour faire leur deuil. Elles étaient venues pour la curer. Elles sont entrées dans le manoir en se plaignant de l'odeur de maladie et ont immédiatement commencé à coller des étiquettes d'inventaire sur les meubles Louis XV en vue d'une future vente aux enchères. Le domaine, estimé à 9 millions d'euros, incluant les comptes au Luxembourg et les terres viticoles en Bourgogne, était le trophée ultime. Mais il y avait un problème, un obstacle juridique. Mon père avait mis à jour l'acte de propriété 6 mois avant sa mort et, pour une raison obscure, la loi française où les dispositions testamentaires exigeaient ma signature pour tout transfert de titre. Cela nous mène à ce soir, cette réunion de famille que j'appelais intérieurement le pique-nique des vautours. Nous étions assis dans la grande bibliothèque, entourés de milliers de livres que ma mère n'avait jamais ouverts. L'air était saturé du parfum entêtant des lys blancs et de l'odeur fétide de la cupidité. Camille était assise face à moi, vêtue d'une robe en soie noire qui coûtait plus cher que mes frais de scolarité à l'école d'infirmière. Elle semblait s'ennuyer, tapotant ses ongles parfaitement manucurés sur la table. « Écoute, Élise, dit Camille d'une voix dégoulinante d'une douceur artificielle, nous savons tous que tu n'es pas faite pour ça. Tu es quelqu'un de simple. Tu aimes tes jardins et ta petite vie tranquille. Gérer un patrimoine de cette envergure exige une certaine sophistication, un réseau que tu n'as pas. Signe simplement ce document en ma faveur. Je te verserai une rente mensuelle généreuse. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler. » « Une rente ? » demandai-je d'une voix éraillée. J'ai géré cette maison seule pendant 3 ans. J'ai supervisé les traitements médicaux de papa, la paie du personnel et les audits fiscaux pendant que tu faisais la fête à Mykonos. Béatrice, ma mère, posa brutalement son verre de cristal sur la table. Ne t'avise pas d'utiliser ce ton avec ta sœur. Tu n'étais qu'une garde-malade, Élise. Une domestique de luxe, tout au plus. Ton père n'était plus sain d'esprit lorsqu'il t'a confié la moindre autorité. Nous sommes le visage de cette famille, l'image de marque des de Varennes. Tu n'es que l'ombre. Maintenant, signe ce papier. Non, dis-je. Le mot était court, mais il explosa dans la pièce comme une grenade.
Qu'est-ce que tu as dit? Les yeux de Béatrice se plissèrent, devenant deux fantaineeuses. J'ai dit non. Je ne céderai rien à Camille. Cette maison était le cœur de papa. Vous voulez la vendre à des promoteurs pour en faire un complexe hôtelier de luxe? Je ne le permettrai pas. C'est là que c'est arrivé. Ma mère se leva avec une rapidité insoupçonnée et me cingla le visage de sa main. La force du coup fit pivoter ma tête. Il y eut un hoquet de surprise dans la pièce, mais personne ne bougea pour m'aider. Tu n'as pas le choix, siffla Béatrice en se penchant sur moi, son haleine sentant le vin cher et le mépris. Fais ce qu'on te dit, ou je te fais expulser de cette maison par la gendarmerie dès ce soir. Tu n'es ici qu'en tant qu'invité, par ma seule grâce. Je relevai la tête, la joue brûlante, les yeux piquants de larmes que je refusais de laisser couler. Je regardai maître Lefebvre. C'était un homme d'intégrité, le seul qui avait été témoin de la déchéance réelle de mon père. Il regarda Béatrice, puis Camille, et enfin il posa son regard sur moi. Il s'éclaircit la gorge, un bruit sec comme le froissement d'un vieux parchemin. Il se pencha en avant et murmura les mots qui allaient tout faire basculer. Savez-vous qui a réellement apporté le capital initial pour la création de tout ce patrimoine, Madame de Varenne? La pièce devint d'un calme mortel. Ma mère se figea. Son visage, auparavant rouge de colère, devint d'une pâleur spectrale. De quoi parlez-vous, Lefebvre? Lança Camille, bien que sa voix tremble légèrement. C'est notre grand-père qui a fondé la maison de joaillerie. C'est l'argent de la lignée. Maître Lefebvre sortit un dossier jauni de sa mallette de cuir. En réalité, non. La firme de votre grand-père a fait faillite en 1996. Les 9 millions d'euros que vous voyez aujourd'hui, ce manoir, les comptes, tout cet héritage, ont été rebâtis grâce à une fiducie privée établie par la première épouse d'Auguste. La mère biologique d'Élise. Je sentis le monde basculer autour de moi. Ma mère biologique. On m'avait toujours dit qu'elle était une orpheline sans le sou, morte en me mettant au monde. Ce fonds comportait une clause stricte, continua maître Lefebvre, sa voix gagnant en assurance. Il stipulait que la fortune ne pouvait être héritée que par sa descendance directe par le sang. Béatrice, vous n'avez jamais été propriétaire de quoi que ce soit. Vous n'étiez qu'une usufruitière par la volonté d'Auguste. Mais ce titre de propriété, ce n'est pas à vous de le prendre. Et ce n'est pas non plus à Élise de le signer pour vous le donner. Car ce titre appartient à Élise de plein droit depuis le jour de ses 21 ans. Elle devait simplement attendre le décès d'Auguste pour que la pleine propriété soit activée. Il me regarda avec un sourire triste et complice. Élise, vous n'avez rien à signer. Vous possédez déjà chaque pierre de ce manoir, chaque brin d'herbe du domaine, et chaque centime déposé sur ses comptes bancaires. Le silence était absolu. On entendait seulement le tic-tac de la pendule sur la cheminée, un son rythmé qui semblait se moquer d'elle. Camille fut la première à craquer. C'est un mensonge. C'est un coup monté. Elle vous a payé pour dire ça. Elle se jeta vers les documents dans la main du notaire, mais il les retira avec une aisance professionnelle. Tout est ici, Camille, dit-il froidement. C'est un acte authentique enregistré. Auguste a gardé le secret pour protéger Élise d'eux. Eh bien, précisément de ce qui se passe ce soir. Je me levai. Mes jambes me semblaient peser des tonnes, mais mon cœur battait la chamade. Je regardais ma mère, cette femme qui m'avait laissé croire que j'étais une intruse recueillie par charité dans ma propre maison. Cette femme qui venait de me frapper par pure cupidité. Est-ce que c'est vrai? Demandai-je. Béatrice ne me regarda pas. Elle fixait le parquet. Ta mère était une idiote, murmura-t-elle. Elle pensait que l'amour comptait plus que l'héritage. Et vous, vous pensiez que l'argent comptait plus que votre propre fille, répondis-je. Le basculement de pouvoir dans la pièce était presque physique. Je pouvais le sentir. L'air ne leur appartenait plus. Il était à moi. Je marchai vers le buffet et me versai un verre d'eau, cet eau qu'elle ne m'avait même pas proposé de toute la soirée. Bien, dis-je en me retournant vers elle. Parlons de l'avenir. Élise, ma chérie,
commença Béatrice, sa voix tremblant soudainement d'une chaleur maternelle écœurante et factice. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger cela. J'étais juste stressée. Le deuil, la pression, cette gifle. Je l'interrompis. Une erreur, plaida-t-elle. Une terrible erreur. Je regardai Camille. Elle me fixait avec un mélange de terreur et de dégoût. Elle savait ce qui allait arriver. Elle le savait parce que si les rôles avaient été inversés, elle m'aurait écrasé sans hésiter. Maître Lefebvre, dis-je sans quitter ma sœur des yeux. Si je suis la seule propriétaire de ce domaine et l'unique gestionnaire des fonds, qu'est-ce que cela signifie pour les résidents actuels? Cela signifie, répondit le notaire avec une satisfaction contenue dans la voix, quels sont vos invités? Et en tant que propriétaire, vous avez le droit de mettre fin à leur séjour et à leur accès à tous les actifs financés par la succession, y compris les cartes de crédit, les voitures de fonction et les rentes de train de vie. Tu n'oserais pas, souffla Camille. Tu es trop faible. Tu es celle qui ne dit jamais rien, tu te souviens? Ce sont ceux qui se taisent qui écoutent le mieux, Camille, répondis-je. Et je vous ai écouté me rabaisser pendant 20 ans. Je vous ai écouté comploter pour m'expulser de la seule maison que j'ai jamais connue, alors même que je tenais la main de notre père agonisant. J'ai assez écouté. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas jetés dehors sous la pluie ce soir-là. Cela aurait été trop rapide, trop clément. Non, je voulais qu'elles ressentent la lente agonie de leur nouvelle réalité. Vous avez 24 heures, dis-je calmement. 24 heures pourquoi? Demanda Béatrice, la voix brisée. Pour faire vos valises. Vos vêtements, vos bijoux personnels, les choses qui vous appartiennent vraiment. Les meubles restent. Les voitures, qui sont enregistrées au nom de la société familiale, restent. Les cartes de crédit sont bloquées à partir de maintenant. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Élise, tu ne peux pas être sérieuse. Hurla Camille. Où sommes-nous censés aller? Tu as cet appartement dans le Marais, n'est-ce pas, Camille? Celui que tu as acheté avec les fonds d'urgence que tu as détournés des comptes de papa l'année dernière. Oh, ne sois pas si surprise. C'est moi qui faisais la comptabilité, tu te souviens? J'ai suivi la trace. Je me tournai vers ma mère. Et vous, maman, vous pouvez aller avec elle. Je suis sûre que vous apprécierez la sophistication d'un appartement de 2 chambres après avoir vécu dans un manoir de 30 pièces. Tu es un monstre, cracha Béatrice, faisant enfin tomber le masque. Non, dis-je en marchant vers la porte. Je suis la propriétaire, et pour ce soir, le service est terminé. Le lendemain fut le jour le plus paisible de ma vie. Je me suis assise sur la véranda et j'ai regardé les déménageurs emporter leurs bagages de luxe. Camille pleurait. Béatrice insultait tout le monde. Elles ont essayé d'appeler leurs amis, la haute société parisienne, pour découvrir que les nouvelles circulent vite. Maître Lefebvre s'était assuré que le milieu juridique et financier sache que la fortune de Varenne avait changé de main. Personne ne voulait être du mauvais côté de la nouvelle héritière à la tête de 9 millions d'euros. Cette histoire nous plonge au cœur des dynamiques familiales les plus sombres, là où l'argent et les apparences prennent le pas sur l'humanité. Le personnage d'Élise incarne la résilience silencieuse, celle qui accepte le fardeau du soin et de la responsabilité pendant que les autres profitent des privilèges. Ce qui est fascinant dans ce récit, c'est la manière dont le droit et la justice finissent par s'aligner pour offrir une revanche éclatante. En France, les questions d'héritage sont souvent source de conflits profonds, mais ici, la révélation de l'origine de la fortune change totalement la donne morale. Élise ne récupère pas seulement des murs ou des comptes en banque, elle récupère son identité et l'honneur de sa mère biologique. La fin de l'histoire montre que la faiblesse perçue par les harceleurs est souvent une force d'observation et de patience qui, une fois libérée, devient implacable. C'est une leçon sur le respect et la reconnaissance de ceux qui travaillent dans l'ombre. Et vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que la réaction d'Élise est justifiée par des années de mépris, ou pensez-vous qu'elle aurait dû se montrer plus clémente envers sa propre famille malgré la gifle et les trahisons? Auriez-vous eu la force de les expulser ou auriez-vous agi différemment à sa place?
Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis sur ce dilemme familial.